Le kilogramme de la noix de cajou Borchamp passe de 275 à 350 francs CFA. Décision prise ce matin au Conseil des ministres. La campagne 2016 de commercialisation de la noix de cajou s'ouvre officiellement lundi prochain. Une épidémie de méningite sévit dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. 17 décès enregistrés en un mois dans le village de Wondwo. Les services du ministère de la Santé sont formels. Il s'agit bien de la méningite. Et puis aujourd'hui, mercredi 10 février, mercredi des cendres, les chrétiens catholiques signent leur entrée dans le carême, 40 jours de pénitence et de méditation pour se rapprocher davantage de Dieu. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Le kilogramme de la noix de cajou Borchamp passe de 275 à 350 francs. Décision prise, je vous le disais, ce matin en Conseil des ministres. Donc la campagne 2016 de commercialisation, notez-le, de la noix de cajou s'ouvre officiellement lundi prochain. Le compte rendu de la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement avec Viviane Haïm. Si le Conseil des ministres hebdomadaire réuni ce mercredi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État a pris une nouvelle fois des décisions toujours dans l'optique d'améliorer l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, le Conseil a aussi mis en orbite la réalisation d'un grand volet du programme d'électrification de la Côte d'Ivoire promis par le président de la République Alassane Ouattara. 500 nouvelles localités seront bientôt électrifiées. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier porte ratification de l'accord de prêt d'un montant de 601 981 890 $ US, soit environ 350 milliards de francs CFA, conclu le 7 décembre 2015 entre la banque Exim Bank Chine et notre pays, en vue du financement du projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique de Côte d'Ivoire. Le deuxième porte sur la ratification d'un accord de prêt d'un montant de 120 milliards de francs CFA. Ces 2 projets vont permettre de soutenir le programme de relance économique de notre pays en garantissant une amélioration de l'alimentation électrique sur l'ensemble du territoire. Ces financements vont par exemple permettre la construction et la réhabilitation de postes de transformation, 225 et 90 kV. Et ils vont également permettre la construction de 1500 km de lignes de transport. Ils permettront l'électrification de 500 nouvelles localités sur l'ensemble du territoire national. Poursuivant, le Conseil a aussi pris des mesures pour mettre fin aux constructions anarchiques trop fréquentes. La réglementation nationale en matière de construction est désormais soumise aux normes internationales. Le but principal étant surtout de protéger nos populations. Donc sur cette base, il a été déterminé des catégories de logements ou de construction. Il y a des bâtiments qui n'auront pas besoin d'un permis de construire. Il s'agit notamment des maisons d'habitation qu'on peut classer dans la catégorie habitat social. C'est-à-dire que c'est des maisons en rez-de-chaussée, sans sous-sol, et sans trop de complexité au plan de la construction. D'autres catégories ont été définies, qui vont des situations les moins complexes à celles qui sont les plus complexes. Et dans chacune de ces catégories, il a été demandé un certain nombre de documents que le constructeur devra expressément produire ou obtenir. Le Conseil a fixé pour ce 15 février 2016 l'ouverture de la campagne nationale de commercialisation de la NACARD. Le prix plancher obligatoire est fixé à 350 francs CFA le kilo aux producteurs. Pour la noix de cajou bien séchée, bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Le prix plancher obligatoire magasin intérieur est fixé à 375 francs le kilo et le prix plancher obligatoire magasin portuaire est fixé à 432 francs le kilo. Le Conseil a également fixé à la date du 15 février 2016 l'ouverture de la campagne de commercialisation de la noix de cajou 2016. Enfin, le Conseil a donné son accord pour la prise de mesures en vue de permettre au Conseil
du coton et de l'anacarde, de prendre toutes les dispositions opérationnelles, y compris les sanctions appropriées, pour permettre le respect strict des prix. L'anacarde, richesse des régions centre et nord, grâce aux réformes apportées à ce secteur agricole. La campagne précédente, en 2015, a vu la vente par les paysans de 702 000 tonnes de production, ce qui leur a permis de totaliser une recette de 119 milliards de francs. Le Conseil des ministres, au cours de sa session ce mercredi 10 février, a en outre validé les nominations au titre de directeur de cabinet de tous les ministères du nouveau gouvernement. Voilà, c'était donc le compte-rendu de la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement et on en parlait avec Viviane Aimé et notez que ce conseil des ministres marque un tournant important pour les producteurs d'anacarde. La filière connaît une embellie depuis 3 ans de plus de 400 000 tonnes. En 2011, la production est aujourd'hui estimée à plus de 700 000 tonnes. Croissance de la production, mais aussi et surtout croissance des prix. On en parle avec Noël Niagou. Nous, on vit ça qui joue très très mal pendant plusieurs années. Parce que l'État ivoirien n'a pas considéré les anacardes en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs organisations au niveau de l'État, mais c'est des signements. Ça, c'est désormais du passé. Le gouvernement a pris en main la filière depuis 2013 grâce à la réforme née de l'atelier de Yamoussoukro, avec à la clé une loi fixant les règles relatives à la commercialisation du coton, de l'anacarde et de la régulation des activités. Le tout supervisé par une institution, le Conseil du coton et de l'anacarde. Donnée essentielle de cette réforme, la sécurisation du revenu des paysans. Ils perçoivent 60% du prix CAF, assurance fret. Le prix payé aux producteurs a été amélioré après la réforme. Ça, c'est une satisfaction. Le prix a été garanti. Il y a au moins un prix plancher que tout le monde est obligé de respecter dans l'année. Ça, c'est déjà un pas très important. 3 ans après, l'anacarde est devenue une spéculation phare. Le café-cacao des zones nord, nord-ouest, nord-est et centre de la Côte d'Ivoire. Les cultures que nous faisons, ça sert pour l'autoconsommation. Bon, en bas, il y a le café, il y a le cacao. Ça ne se consomme pas sur place. Hein? C'est l'argent que les gens prennent pour construire, pour faire les choses. Et c'est pour nous, là, maintenant, c'est l'anacarde qui remplace ces deux cultures pérennes. De 400 000 tonnes en 2011, les volumes de production sont passés successivement à 500 000 tonnes en 2013, 564 780 en 2014 et 702 510 tonnes en 2015. La Côte d'Ivoire est devenue le premier producteur mondial de noix de cajou devant l'Inde et le Vietnam. Une production qui équivaut au tiers du volume mondial du cajou. Parallèlement à ces performances, les prix aux paysans ont pris l'ascenseur. 225 francs CFA prix minimum garanti en 2013 au début de la réforme. Le prix Borchamp pour la campagne qui s'ouvre lundi 15 février est fixé à 350 francs CFA. Prix plancher Borchamp, soit un gain de 125 francs CFA par kilogramme pour les paysans depuis la mise en œuvre de la réforme. Et on retourne au palais présidentiel où le chef de l'État recevait ce soir la délégation du haut niveau du MCC, Millennium Challenge Corporation. Après 3 jours de mission dans la capitale économique ivoirienne, la délégation, conduite par le vice-président des opérations du programme compact du MCC, est allé faire le point de sa mission de travail au président Alassane Ouattara. Mission marquée entre autres par une série de rencontres avec le gouvernement autour donc des réformes engagées par le pays dans le cadre du programme MCC. Et on reste dans la même veine pour dire que cette délégation du MCC était également face à la presse. Le récit de Noël Niagou. Le MCC, Millennium Challenge Corporation, une agence indépendante du gouvernement américain. Depuis le 16 décembre dernier, la Côte d'Ivoire a passé le cap de l'éligibilité au MCC. Place maintenant la mise en œuvre de ce programme. Mais avant les parties, la Côte d'Ivoire et la haute direction du MCC doivent s'accorder sur l'essentiel. Lever les derniers obstacles, cibler les secteurs bénéficiaires, de sorte à réduire sensiblement la pauvreté en Côte d'Ivoire. Arrivée lundi, la délégation de haut niveau, forte de 5 membres,
conduite par le vice-président, Dr Kamran Khan, a échangé avec la presse nationale et internationale. Une occasion pour souligner les efforts de la Côte d'Ivoire, efforts sanctionnés par l'éligibilité de la Côte d'Ivoire et mettre en relief les contraintes pour bénéficier des financements. Créé en 2004 par le Congrès américain, le MCC accorde subventions et une aide ponctuelle aux pays qui s'engagent dans la bonne gouvernance, investissent dans les ressources humaines et dans le libre-échange. Et on change complètement de sujet. 7e conférence des épouses de chefs d'État africains. L'événement se tient à Accra, au Ghana. Une douzaine de premières dames, dont la première dame ivoirienne, Dominique Ouattara, y prennent part. Il sera question de lutte contre le sida et précisément du traitement pédiatrique du VIH-sida, ce qui justifie certainement la présence effective de la première dame de Côte d'Ivoire à cette conférence qui se tiendra demain. Dominique Ouattara qui donc met un point d'honneur aux questions liées au bien-être des tout-petits. Abiba Dambélé Saoui. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été accueillie à son arrivée par le ministre ghanéen du Tourisme, Madame Elisabeth Ofosu Adjaré, et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana, son Excellence Monsieur Ewi Bernard. La première dame de Côte d'Ivoire est à Accra pour participer jeudi au lancement de la campagne continentale Tous inclus pour mettre fin à l'épidémie du VIH chez les adolescents, ce dans le cadre de la 7e conférence africaine sur la santé et les droits sexuels. Je suis ravie d'être au Ghana et à Accra pour répondre à l'invitation de ma sœur, la première dame du Ghana, qui a organisé une réunion des premières dames sur la lutte contre le VIH-Sida, notamment pour les jeunes et les adolescents. Et comme vous savez que c'est un sujet qui me tient très à cœur, je suis ravie d'être là et de pouvoir échanger nos expériences différentes entre nous. Les membres du personnel de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Ghana et des étudiants ivoiriens résidant à Accra sont sortis nombreux pour saluer Dominique Ouattara et sa délégation. Aux côtés des premières dames d'Éthiopie et du Tchad, Madame Dominique Ouattara, ambassadeur spécial pour l'élimination et le traitement pédiatrique du VIH, sera le porte-parole de l'Afrique de l'Ouest et tout particulièrement de la Côte d'Ivoire. Retour en Côte d'Ivoire et on parle santé. Toujours une épidémie de méningite sévit dans le nord-est du pays. 17 décès enregistrés à Ouondouo, localité située à une centaine de kilomètres de Bouna. Si les populations évoquaient l'apparition d'une maladie mystérieuse, eh bien les choses sont désormais claires. Les services du ministère de la Santé sont formels. Il s'agit bien de la méningite. Et pour évoquer le sujet, Serge Collet a rencontré la ministre de la Santé. 17 morts en un mois, c'est le bilan du drame sanitaire qui se passe en ce moment à Ouondouo. Dans cette sous-préfecture située à 100 km de Bouna, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, une maladie sévit. Pour la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il s'agit de la méningite. Au départ, les signes faisaient penser à une crise de palu et ils étaient soignés comme un palu. Nos équipes se sont rendues dans ce village, à Bouna, et on s'est rendu compte que les signes étaient plus des signes de méningite, mais une méningite assez particulière, parce que ce n'est pas la méningite du méningocoque, mais c'est la méningite à pneumocoque. Et cette méningite à pneumocoque n'a pas de vaccin, mais par contre, elle est sensible à la pénicilline. Pour l'heure, a indiqué la ministre, 27 cas ont été enregistrés. Ils bénéficient de soins appropriés. Dès que le virus a été identifié, toutes nos équipes ont commencé à faire des piqûres de pénicilline, donc c'est un antibiotique, à donc faire de l'antibiotique à tous ceux qui me semblent présenter des signes de méningite. Et depuis que les équipes sont sur le terrain, les choses se passent au mieux. On n'a pas notifié de décès depuis 3 jours. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rassure les populations. Les dispositions sont prises pour freiner l'avancée de cette maladie. Et on referme la page santé avec cette information. Le représentant résident de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Alarangar, quitte la Côte d'Ivoire après 4 ans passés au service de la nation. Mission fructueuse, à en croire en tout cas les honneurs reçus au nom du gouvernement. Serge Collier.
Le représentant résident de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Yokuide Alaranga, quitte la Côte d'Ivoire. Sa mission de 4 ans a été bien appréciée par les autorités ivoiriennes. C'est pourquoi il a été fait commandeur dans l'ordre du mérite de la santé par la ministre Raymond Goudou Kofi au nom du Premier ministre. Nous avons donc, avec le ministère de la Santé, mis en place un système utilisant les nouvelles technologies, ce que nous appelons EpiSurveya, qui nous permet aujourd'hui d'avoir la situation épidémiologique des maladies sous surveillance pratiquement dans tout le pays. Le volet sur lequel nous avons beaucoup travaillé également avec le ministère de la Santé, c'est évidemment la préparation et la prévention contre la maladie à virus Ebola. Vous avez vu que la Côte d'Ivoire avait eu 3 pays qui avaient eu la maladie, mais avec les efforts du gouvernement, il fallait vraiment tout faire pour qu'on ne puisse pas avoir cette épidémie en Côte d'Ivoire. Il y a le volet de la lutte contre la mortalité maternelle, qui est le volet vraiment sur lequel Madame la ministre essaye de mettre tout le paquet. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est félicitée de cette franche collaboration entre la Côte d'Ivoire et l'OMS. De nationalité tchadienne, le docteur Yokuide Alaranga rejoint la RDC, la République démocratique du Congo, où l'attend une nouvelle mission. Aujourd'hui, mercredi 10 février, mercredi des Cendres, les chrétiens catholiques signent leur entrée dans le carême, 40 jours de pénitence et de méditation pour se rapprocher davantage de Dieu. On en parle avec Grace Kando. Un signe de croix sur le front des fidèles chrétiens catholiques et la tradition est respectée. Les catholiques entrent ainsi en carême à partir de ce mercredi. Tous les chrétiens du monde entier se retrouvent pour se rappeler ce qu'ils sont fondamentalement. Par la cendre, ils se rappellent qu'ils sont fragiles, ils se rappellent qu'ils sont poussière et qu'ils retourneront en poussière. Que par conséquent, ils doivent apprendre à faire confiance au Seigneur qui les invite à vivre pleinement leur vocation, à vivre pleinement ce qu'ils sont. Les 40 jours de jeûne de Jésus au désert, mais en même temps 40 pour nous rappeler que ce sont des jours qui se suivent, mais qui ne doivent pas se ressembler dans notre entraînement au combat spirituel. Les chrétiens catholiques ont fait nombreux le déplacement dans les paroisses pour marquer leur entrée au carême. 40 jours pour demander pardon à Dieu, prier et faire preuve de solidarité. Nous sommes venus prendre la cendre pour suivre les traces du Seigneur. C'est le début du carême, demander pardon à Dieu pour qu'il puisse nous éloigner de tout ce qui nous distrait, tout ce qui nous éloigne de sa présence et demeurer en sa présence. L'imposition des cendres qui ouvre le carême chrétien est un rite institué par le pape Grégoire Ier en l'an 591. L'occasion est donnée aux fidèles dans la pénitence de se réconcilier avec Dieu avant la célébration de la fête du Pâques qui marque la résurrection du Christ. Merci Grace Kando pour toutes ces informations. Partage, pardon, pénitence, les maîtres mots donc de ces 40 jours de marche vers la Pâque. Des chrétiens catholiques n'ont pas attendu le top départ d'aujourd'hui. En quête de grâce, ils ont effectué quelques semaines avant un pèlerinage dans plusieurs régions d'Italie. Le point culminant de ce pèlerinage, l'audience publique du pape à la place Saint-Pierre de Rome. Thérèse Boué, envoyée spéciale pour la RTI. Place Saint-Pierre de Rome. Des milliers de pèlerins du monde entier assistent à l'audience générale du pape François. Ces audiences ont lieu tous les mercredis. Dans sa catéchèse, en cette année jubilaire, le pape François a axé sa médiation sur la miséricorde et la justice, invitant chaque pèlerin à accueillir le pardon de Dieu et à son tour à pardonner à ses frères et à ses sœurs. Pour suivre cette audience, grâce à la promptitude de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès du Saint-Siège, les pèlerins ivoiriens ont occupé une place de choix dans le périmètre du pape. Un honneur et une grâce particulière pour les pèlerins et tout le pays. Dans ce moment de la miséricorde, dans ce territoire où le Seigneur a donné la clé de l'Église à Saint-Pierre
évangéliser l'humanité et me retrouver en ce moment précis à Rome. Je sais que je ne suis pas inutile dans le plan de Dieu. J'éprouve beaucoup d'émotions parce qu'il y a plus de 20 000 personnes ici présentes. C'est le premier pèlerinage du genre que la Direction générale des cultes encadre. Et il faut aussi noter qu'en Côte d'Ivoire, nous avons la confraternité, le dialogue interreligieux et surtout le rapprochement des religions. Avant cette audience, les pèlerins ont visité le musée du Vatican et ont encore eu le privilège de suivre l'Angélus en direct, place Saint-Pierre de Rome, avec le pape François. Voilà, les chrétiens catholiques en marche donc vers la Pâque, une marche qui va durer 40 jours. Les personnes du troisième âge à l'honneur demain à l'occasion de la journée de la protection sociale au service des personnes du troisième âge. Et c'est la ville de Daoukro qui va abriter les festivités qui se tiennent les 11 et 12 février 2016. Notez que l'événement est en rapport avec la journée internationale dédiée à cette frange de la population, journée célébrée les 1er octobre de chaque année. Le directeur général des affaires sociales du ministère de tutelle nous explique donc les raisons de ce décalage. Il était au micro de Herman Niamia. C'est la ville de Daoukro qui va abriter les festivités officielles de la Journée internationale des personnes âgées en Côte d'Ivoire. Célébré au niveau mondial le 1er octobre de chaque année, l'événement se tiendra les 11 et 12 février. Selon le directeur général des affaires sociales du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, cette célébration décalée est justifiée. Un certain nombre de raisons qui sont liées à l'actualité nationale. Depuis octobre, on n'a pas pu célébrer cette journée-là. Plusieurs activités, selon Amara Koulibaly, vont meubler cette célébration dans la capitale de la région de Lifou. Au cours de cette journée-là, toutes nos institutions de prévoyance sociale vont animer des stands, vont animer des conférences, animer des panels. Il y aura également des activités de santé. Et ces activités de santé-là vont consister essentiellement à faire des campagnes de dépistage, notamment l'hypertension, le diabète et autres, et principalement celui de la prostate. Outre ces différentes activités qui se tiendront le jeudi 11 février, le vendredi 12 février sera marqué par la commémoration officielle qui se tiendra en présence du haut patron de la cérémonie, Henri Konabédié. Bernard Belin Dadier, l'écrivain émérite et le lauréat de la toute première édition du prix UNESCO-UNAM. Son prix lui sera remis demain, 11 février, au cours d'une cérémonie au Palais de la Culture. Ses écrits empreints d'humanisme lui auront valu cette distinction. Beau cadeau d'anniversaire en tout cas pour cette véritable bibliothèque qui célèbre son centenaire. Serge Collier. C'est le couronnement d'une riche carrière. Bernard Belin Dadier, lauréat de la première édition du prix UNESCO-UNAM. La candidature de l'homme des lettres, présentée par la Commission nationale de l'UNESCO après un appel à candidature mondiale, a décroché la palme d'or devant d'éminentes personnalités et organisations internationales. Pour le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, l'écrivain ivoirien a séduit le jury par la dimension humaniste de ses écrits. Donc, le dossier de Bernard s'est défendu par lui-même, en raison justement de sa densité, en raison justement de l'humanisme qui habite cette œuvre-là. Je crois que la directrice générale qui, dans son orientation, a dirigé l'UNESCO, met l'accent sur le nouvel humanisme, a dû certainement trouver dans l'œuvre de Bernard un écho à sa propre philosophie. L'œuvre de Bernard Dadier, c'est tout un enseignement légué désormais à la mémoire universelle. Son œuvre recèle une espèce d'anthropophanie, c'est-à-dire une espèce de manifestation de l'homme. L'homme comme liberté, dignité. Son œuvre recèle beaucoup d'aspects de l'universalité. Le prix UNESCO-UNAM, financé par l'Université nationale du Mexique, est doté d'un montant de 50 000 $, environ 25 millions de francs CFA. Il sera exceptionnellement remis à Abidjan.
Mais le moment le plus attendu, c'est la déclaration de Dadier à la réception de ce prix. Un instant de célébration marqué par plusieurs représentations artistiques et culturelles inspirées de l'œuvre de cet artiste. Le ministère de la Culture et de la Francophonie, l'UNESCO, la Fondation Bernard Dadier prennent une part active dans la réussite de cet événement prévu ce jeudi 11 février au Palais de la Culture de Treichville. Hors de chez nous, au Sénégal, la perpétuité a été requise pour Hissène Habré. L'ex-président tchadien est poursuivi pour crime contre l'humanité. Sa défense dénonce l'absence totale de preuves. Les rues grondes à Johannesburg. Plus de 5000 manifestants sont dans les rues pour réclamer la démission du président Zuma. Le scandale de 15 millions d'euros utilisé pour rénover une de ses résidences est à l'origine de ce mécontentement. Les rues de Johannesburg étaient ce mardi bondées de manifestants des deux principaux partis d'opposition sud-africains. Cible de ce mécontentement, le président Jacob Zuma et sa propriété privée de Nkandla. On pouvait lire sur les pancartes « L'ANC doit partir » ou encore « Rends l'argent ». Ceci en référence aux 20 millions d'euros, soit 13 milliards de francs CFA, puisés dans les caisses de l'État pour rénover la résidence privée. Nous sommes ici, nous allons marcher et j'espère que le président ou le soi-disant président Zuma rendra cet argent. Aux côtés des manifestants estimés à plus de 5000, le leader des combattants pour la liberté économique, Julius Malema. Nous voulons que le président se plie aux mesures correctives du protecteur du citoyen. Nous sommes ici pour dire au président qu'il doit rendre l'argent. Nous avons dit que le président sera un jour devant le tribunal et beaucoup ne nous ont pas cru. Ces manifestants de l'opposition sont également à l'origine de la saisine de la Cour constitutionnelle. Celle-ci devra déterminer si ces recommandations sont légalement contraignantes ou non. Du côté de la défense, c'est un virage qui a été pris. Les avocats du chef de l'État ont fini par admettre que celui-ci avait eu tort de ne pas rembourser une partie de cet argent public et qu'il devrait réparer son erreur. Pour l'heure, le jugement de la Cour est attendu. Voilà un commentaire signé Alexis Ouedraogo. Le Parlement français a voté le projet de révision constitutionnelle par 317 voix contre 199. Il inscrit le régime de l'état d'urgence et la déchéance de la nationalité. Ce texte sera examiné à la mi-mars par le Sénat. Avant cela, Laurent Fabius, dont la démission a été annoncée au Quai d'Orsay ce soir, est désormais à la tête du Conseil constitutionnel. Un remaniement gouvernemental est donc imminent. Et puis on termine aux États-Unis avec ce revers cuisant pour Hillary Clinton. Elle a été battue par Bernie Sanders qui obtient 59% des suffrages démocrates dans le New Hampshire. Ce deuxième scrutin des primaires à la présidentielle a aussi vu la large victoire de Donald Trump chez les républicains. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée.